Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Aujourd'hui, la deuxième partie du livre d'Eric Fromm. Mais une remarque auparavant, en revisionnant la première partie de cette petite étude, j'ai remarqué que j'avais pu pousser peut-être vers la confusion suivante, si c'est une confusion, à savoir la thèse selon laquelle il semblerait que chez les psychologues, la morale, eh bien, ce serait du masochisme. Et que tel serait justement le masochisme dit moral. En fait, je dois indiquer que le masochisme moral est à comprendre comme un masochisme mental. C'est moral à l'opposé du physique. Où donc on se fait souffrir mentalement plus que physiquement. Déjà. La question de savoir si tout acte moral est du masochisme moral est aussi néanmoins légitime. Mais peut-être excessive et c'est là où j'ai un peu de scrupules, tel n'est peut-être pas le cas chez Fromm ou les psychologues qui ont une vision peut-être plus nuancée que moi du masochisme moral. Toutefois, la question de la composante masochiste dans la morale en général, du fait du surmoi, se pose néanmoins. Et en faisant cette association peut-être excessive, j'avais en tête Freud en fait. Et en particulier la 7e partie du Malaise dans la culture, où Freud parle des moyens qu'utilise la culture pour inhiber l'agressivité, et que cette agressivité, justement, la culture trouve le moyen de l'intérioriser, l'introjecter, dit Freud, sous la forme d'une conscience morale ou d'un surmoi dans l'individu. Cette conscience morale ou ce surmoi se ressent sous la forme d'un sentiment de culpabilité bien connu, et l'associer aussi au besoin de punition. 2 pages plus loin, Freud prend l'exemple aussi des saints, qui sont d'autant plus vertueux que finalement ils se tyrannisent, se punissent avec des pénitences, etc. Dans la 8e partie le 8e paragraphe, si vous voulez, du Malaise dans la civilisation, aussi, Freud nous parle du surmoi de la culture en un seul mot avec des tirets. Un surmoi collectif. Et il ouvre quelque part à la psychosociologie des penseurs comme Fromm, si vous voulez. Ou à l'ethnopsychiatrie même, on dirait aujourd'hui, sauf erreur de ma part. L'ouverture culturelle, on passe de l'individu à l'analyse psychologique des cultures elles-mêmes. Donc, avant de poursuivre sur Fromm, je trouvais légitime de rappeler quand même un texte, parmi tant d'autres qui sont intéressants de Freud. J'ai choisi le suivant. L'étude des névroses, ainsi que leur traitement, nous amène à formuler 2 objections au surmoi de l'individu. Par la sévérité de ses ordres et de ses interdictions, il se soucie trop peu du bonheur du moi. Et d'autre part, il ne tient pas assez compte des résistances à lui obéir, de la force des pulsions du soi. Dans ma traduction, là j'ai utilisé les classiques des sciences sociales, dans ma traduction, le soi c'est le ça, et des difficultés extérieures. Ainsi sommes-nous très souvent obligés, dans un but thérapeutique, de lutter contre lui. Et lui, il est question du surmoi. Et nous efforçons-nous de rabaisser ses prétentions. Or, nous sommes en droit d'adresser des reproches très analogues au surmoi collectif, là c'est la traduction de surmoi de la culture tout attaché, touchant ses exigences éthiques, car lui non plus ne se soucie pas assez de la constitution psychique humaine. Il édicte une loi et ne se demande pas s'il est possible à l'homme de la suivre. Il présume bien plutôt que tout ce qu'on lui impose est psychologiquement possible au moins humain, et que ce moi jouit d'une autorité illimitée sur son soi, et là encore c'est le ça. C'est là une erreur. Même chez l'homme prétendu normal, la domination du soi par le moi ne peut dépasser certaines limites. Exiger davantage, c'est alors provoquer chez l'individu une révolte ou une névrose, ou le rendre malheureux. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » est à la fois la mesure de défense la plus forte contre l'agressivité et l'exemple le meilleur des procédés anti-psychologiques du surmoi collectif. Ce commandement est inapplicable. Une inflation aussi grandiose de l'amour ne peut qu'abaisser sa valeur, mais non écarter le péril. La civilisation néglige tout cela. Elle se borne à décréter que plus l'obéissance est difficile, plus elle a de mérite. Seulement, celui qui dans l'état actuel de la civilisation se conforme à pareille prescription ne fait qu'agir à son propre désavantage au regard de celui qui se place au-dessus d'elle.
Quel obstacle puissant à la civilisation doit être l'agressivité, si s'en défendre rend tout aussi malheureux que s'en réclamer? L'éthique dite naturelle n'a rien ici à nous offrir que la satisfaction narcissique de pouvoir nous estimer meilleurs que les autres. L'éthique, qui s'appuie sur la religion, agite ses promesses d'un au-delà meilleur. Tant que la vertu ne sera pas récompensée ici-bas, l'éthique, j'en suis convaincu, prêchera dans le désert. Donc, premièrement, dans ce texte, on constate le fameux malaise dans la culture. Une culture qui en demande trop à l'individu et le rend malheureux. Et ce malaise, il est dû à un surmoi trop important et trop oppressant par rapport aux désirs humains, si vous voulez. On comprend que le travail du psychologue sera alors d'alléger la pression du surmoi. Et il va de soi que ce travail, aujourd'hui, semble être si bien réalisé qu'on aimerait voir ce surmoi peut-être exister un peu plus. Cette problématique est au centre de l'analyse qu'on propose ici, et intéresse à juste titre de nombreux psychologues, mais pas que évidemment. Deuxièmement, l'invitation à aimer les autres comme soi-même semble impliquer quelque chose d'inhumain au sens d'irréalisable, et une telle approche semble quand même impliquer peut-être de se rabaisser un peu, de mépriser ses propres intérêts, et qu'un tel amour égal n'est pas normal. Il est trop abstrait et non discriminant, comme si notre famille et nos amis devaient passer après les autres, ou traiter de la même manière qu'un inconnu. C'est un problème. Que pourrait valoir un tel amour? Enfin, comme le dit Freud dans le même livre, ce serait encore oublier que les êtres humains ne sont pas tous dignes d'être aimés. Cette perspective d'une morale un peu masochiste, on la retrouve chez Schopenhauer lorsqu'il dit que la conscience est un instrument de torture. En tout cas, on retrouve des éléments de cet ordre. Sous-entendu, le surmoi serait un instrument de torture, si on retraduisait en termes psychologiques. Et chez Nietzsche, qu'on dit parfois freudien avant Freud, qui écrit par exemple « Quand il entend prêcher aujourd'hui la pitié, et à vrai dire on ne prêche plus à présent d'autres religions, que le psychologue dresse l'oreille. À travers toute la vanité, tout le tintamarre, qui est le propre de ces prêcheurs, comme de tous leurs confrères, il distinguera un son rauque, un gémissement, la voix authentique, du mépris de soi. Ce mépris va de pair avec l'assombrissement et l'enlaidissement de l'Europe, qui, depuis un siècle, n'ont fait que s'accentuer. L'homme des idées modernes, ce singe infatué, je crois qu'il faut comprendre infatué par rendu sot ici. Eh bien, ce singe infatué est furieusement mécontent de lui-même, c'est un fait. Il pâtit, et sa vanité lui permet seulement de compatir. Nietzsche, Part de l'âme bien et le mal, paragraphe 222. Alors peut-être que ces deux propos de Freud et de Nietzsche sont particulièrement durs, mais je trouvais que ces pensées, peut-être un peu inattendues, méritaient d'être entendues pour nous faire réfléchir. Sous-entendu, sommes-nous suffisamment bienveillants envers nous-mêmes, nous qui nous disons moraux? Telle est la question. Retournons donc à Fromm. Nous en sommes au chapitre 5, les mécanismes de fuite. L'objet de ce chapitre est de constater deux écueils opposés mais communs, car ils résultent du même individualisme esseulé. Donc deux écueils par rapport à la fuite à l'égard de la liberté. Il écrit « Il existe toujours une contradiction entre les objectifs du fonctionnement régulier de la société et le développement complet de l'individu. » Et un peu plus loin, nous arrivons à la conclusion suivante. La personne normale, c'est-à-dire bien adaptée, est souvent en moins bonne santé que le névrosé réputé de moins de valeur humainement parlant. Il n'est souvent bien adapté que dans le sens où il est prêt à abandonner son moi, dans le but de devenir plus ou moins la personne qu'il croit devoir devenir. À l'opposé, le névrosé est celui qui n'est pas prêt à abandonner ce combat pour avoir le droit d'être lui-même. Donc nous avons là affaire à l'expression du conformisme, qui ne serait pas tant un signe de santé pour l'auteur, et on y reviendra bientôt. Fromm aussi souligne peut-être une certaine relativité dans le normal et le pathologique en fonction du référentiel social. Mais plus fondamentalement, ce qui nous intéresse par rapport à ces mécanismes de fuite, c'est que Fromm va essentiellement proposer trois voies d'évitement de la liberté. L'autoritarisme, la destructivité
et l'automatisme de la conformité, ou un peu le conformisme compulsif, si vous préférez. Fromm commence donc par traiter de l'autoritarisme composé du sadisme et du masochisme. Il écrit « Le mécanisme de fuite que nous étudierons en premier consiste à abandonner l'indépendance de son propre moi et à le fusionner avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à soi, dans le but d'acquérir la force dont le moi individuel manque, ou pour l'exprimer différemment, pour chercher de nouveaux liens secondaires comme substitut aux liens primaires qui ont été perdus, primaires, familiaux, les premiers liens que l'enfant noue dans son existence, la famille. Les formes les plus visibles de ce mécanisme se retrouvent dans la recherche de la soumission et de la domination, ou comme nous préférons le dire, dans les tendances masochistes et sadiques telles qu'elles existent à différents degrés chez les personnes normales et chez les personnes névrosées. Nous décrirons dans un premier temps ces tendances, puis nous essaierons de montrer qu'elles consistent, toutes deux, en une fuite loin de l'insupportable solitude, page 529. On voit donc cette logique de compensation dont la cause serait une carence quant aux liens primaires, c'est-à-dire, on l'a dit, familiaux, la communauté, le tribal, les proches. La famille ou la communauté étant attaquée ou affaiblie, on a besoin d'une famille de substitution. Par exemple, on la trouvera dans le travail ou divers autres groupements religieux, politiques, associatifs, ce que vous voulez. Il est donc bien question de la nature des liens familiaux et du style de prime éducation quelque part. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement d'ailleurs au style d'attachement. Et sur ce point, il faut aller voir Bowlby, qui en est le fondateur, ou le découvreur. Et leur massive influence durant la vie. Donc, l'autoritarisme, il est lié au sadomasochisme. L'auteur nous dit que le sadisme et le masochisme seraient les deux faces d'une même pièce ou d'une même médaille, que les deux partagent une même dépendance psychologique, et c'est pourquoi ils se complètent et s'appellent l'un l'autre. Cette pièce, cette origine commune, relève d'une volonté de symbiose avec un autre individu, on l'a vu. Et cette volonté de symbiose relève à son tour de cette idée du fardeau du moi, du fardeau de la solitude, de l'aspect insoutenable d'avoir à être un individu libre. Cette faiblesse du moi, le sadique la compense en dirigeant quelqu'un, et le masochiste, lui, se sent bien en s'abandonnant à un comportement qui relèverait du véritable autodéni. Et les deux sont donc en symbiose. Le sadique compense en tant que maître, et le masochiste compense en tant qu'esclave. Il veut se débarrasser de son moi, et aussi de sa liberté. Et Fromm, à ce sujet, fait un parallèle intéressant avec la vie amoureuse, où l'on peut confondre amour, possession et abandon de soi. Il parle ainsi de relations sadomasochistes, pas au sens d'une pratique sexuelle, mais au sens psychologique et moral. Un des deux partenaires a des besoins de domination, l'autre de soumission, mais ce qu'ils ont en commun, c'est bien ce désir de fusion en l'autre, de symbiose. Ainsi, une dynamique peut-être assez problématique s'engage, et les deux sont des complices inconscients, tous les deux aliénés. Je n'en parle pas plus, parce que Fromm a dédié un livre sur l'amour, l'art d'aimer, qui mériterait de ma part d'être lu, et peut-être que je le présenterai sur cette chaîne en le reliant à un cours sur le désir et le bonheur. L'amour a évidemment sa place, et la perspective psychologique sur l'amour d'autant plus. Donc, en y réfléchissant un peu, en liant la détresse humaine de l'individu occidental, ne serait-il pas logique d'observer alors une compensation au travers d'un surinvestissement et individuel et collectif et culturel dans les choses de l'amour? Est-ce qu'on pourrait trouver une corrélation, une relation typique à l'amour en fonction de la personnalité de base, comme dirait Cardinal Ellington, au sein d'une culture? Peut-être il y aurait des choses intéressantes à trouver à ce sujet. Plus loin, Fromm nous indique que les forces pulsionnelles ne sont pas nécessairement conscientes, comme pour une personne dont elle domine le caractère. Une personne peut entièrement être dominée par ses tendances sadiques et croire consciemment qu'elle est uniquement motivée par son sens du devoir. On retrouve évidemment l'idée de sens caché, de motif caché, inconscient, agissant, indépendamment de notre conscience et de notre volonté. Il poursuit, en fait, pour une grande partie de la classe moyenne populaire en Allemagne et dans les autres pays européens, le caractère sadomasochiste est typique.
Et comme nous le montrerons plus loin, c'est le genre de structure de caractère sur laquelle l'idéologie nazie exerce la plus forte attirance. Puisque le terme sadomasochiste est associé à des idées de perversion et de névrose, je préfère, au lieu de caractère sadomasochiste, particulièrement pour une personne qui n'est pas névrotique mais normale, parler de caractère autoritaire. Alors quand Fromm dit oppose névrotique et normal, je crois qu'il faut faire référence avec... Parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre la névrose, hein, peut-être un sens strict et un sens très large. Je sais que chez Freud, parfois, c'est assez large. Hein. La névrose peut être vue comme quelque chose de positif, nécessaire à la civilisation, et c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, disons, qui semble être une conséquence de la civilisation, normale. Là, c'est dans le sens, je crois, qu'on appelle névrose de conversion, c'est-à-dire que la névrose, c'est des troubles mentaux sans aucune base organique démontrable, si vous voulez. Donc, cette terminologie se justifie parce que la personne sadomasochiste est toujours définie par son attitude envers l'autorité. C'est ce que nous dit Fromm. Elle admire l'autorité et tend à s'y soumettre, mais veut en même temps être une autorité elle-même, et que les autres lui soient soumis. Il y a une raison supplémentaire dans le choix de ce terme. Les systèmes fascistes se qualifient eux-mêmes de systèmes autoritaires du fait du rôle prépondérant de l'autorité dans leur structure sociale et politique. Par le terme caractère autoritaire, nous signifions qu'il représente la structure de la personnalité à la base du fascisme, nous dit Fromm, page 147-148. Bien, ce fut en effet une question importante pour les psychosociologues de comprendre comment la population allemande et italienne avait pu accepter et même aimer les pouvoirs fascisants. L'enquête psychologique, comme on peut la trouver chez Adorno, et son étude sur la personnalité autoritaire, a mis en avant des structures familiales patriarcales et une structure de la personnalité à base de sadomasochisme moral. Par exemple, Adorno et Hall écrivent, en 1950, que le syndrome autoritaire s'approche plus que tout autre du cadre global du sujet à haut score tel qu'il émerge de notre étude. Haut score, c'est l'échelle F, la potentialité que l'individu soit fasciste de par des traits de personnalité connexes. Selon la théorie de Max Horkheimer, à l'école de Francfort, exposée dans l'œuvre collective dont Fromm, justement, on y revient, a écrit la partie sociopsychologique, hein, Fromm est pleinement dedans, la répression sociale externe va de pair avec la répression interne des pulsions, ce que Freud aperçut aussi, afin de réaliser l'intériorisation du contrôle social, qui enlève toujours à l'individu plus que ce qu'il lui donne. L'attitude de ce dernier à l'égard de l'autorité et de son représentant psychologique, le surmoi, on y revient, prend un aspect irrationnel. Le sujet accomplit sa propre adaptation sociale uniquement en prenant plaisir à l'obéissance et à la subordination. Cela met en jeu la structure des impulsions sadomasochistes, à la fois comme condition et résultat de l'adaptation sociale. Dans notre forme de société, et tel est le problème, les tendances sadiques autant que masochistes trouvent en effet une gratification. On reviendra plus loin sur les continuateurs de ces analyses en termes de psychologie politique, on pourrait presque dire. Je passe à la destructivité. La destructivité, nous dit Fromm, ne cherche pas à atteindre une symbiose passive, comme dans le masochisme, ou active, comme dans le sadisme, mais à éliminer son objet. Toutefois, elle aussi est enracinée dans le sentiment insoutenable de l'impuissance individuelle et dans l'isolement. Je ne peux échapper au sentiment de ma propre impuissance vis-à-vis du monde qui m'est extérieur en le détruisant. Si j'ai réussi, je reste seul et isolé. En réalité, il n'y a rien qui ne soit virtuellement utilisé pour rationaliser les tendances destructrices. L'amour, le devoir, la conscience, le patriotisme ont été et seront utilisés comme des déguisements pour détruire les autres ou soi-même. Les impulsions destructrices réussissent toujours à trouver un objet. On le sait, on le voit. Fromm poursuit sur Freud et l'instinct de mort, comme conséquence de trop de frustration et d'entrave à la vie. Et il reproche à Freud simplement d'avoir une perspective biologique et non sociale. C'est tout l'optique de ces psychologues sociaux qui arrivent après Freud, de considérer que bon, Freud il a cru faire une psychanalyse universelle, non, il faut la connecter à la structure sociale qui tiendrait lieu de principe de réalité, si vous voulez. C'est ce que dit quelqu'un comme Marcuse. Et donc les variations culturelles.
Il écrit, page 164, « Plus la pulsion de vie est contrariée, plus forte est la pulsion de destruction. Plus la vie est accomplie, moins la destructivité est forte. » Et souligne donc « La destructivité est la conséquence d'une vie non vécue. Les conditions sociales et individuelles qui font que la suppression de la vie produit la passion pour la destruction forment le réservoir où se nourrissent les tendances hostiles, particulières, que ce soit contre les autres ou contre soi-même. » Passons au conformisme de l'automate. Fromm commence cette sous-partie en parlant d'autres voies d'évitement qu'il ne traite pas en détail, car ils sont d'importance secondaire à ses yeux. Le premier serait celui consistant à se retirer du monde, qu'il associe à certains états psychotiques, s'appuyant sur H.S. Sullivan. Et deuxièmement, l'amplification psychologique du moi, jusqu'à ce que le monde extérieur devienne petit en comparaison. Alors, je ne sais pas quelle pathologie fait référence, j'imagine que c'est un peu narcissisme, mégalomanie, quelque chose du genre. Il écrit plus loin, c'est ce mécanisme précis, en parlant du conformisme, qu'adopte la majorité des individus normaux dans la société moderne. Pour le présenter brièvement, l'individu cesse d'être lui-même. Il endosse entièrement le genre de personnalité que lui proposent les modèles culturels. Il devient donc exactement comme les autres, et conforme aux attentes des autres. Cette divergence entre soi et le monde disparaît, et avec elle, la peur consciente de la solitude et de l'impuissance. Ce mécanisme peut être comparé aux couleurs protectrices de certains animaux. Ils ressemblent tant à leur environnement qu'il est difficile de les distinguer. Ceux qui abandonnent leur individualité pour devenir des automates, identiques aux millions d'autres automates qui les entourent, ne se sentent plus seuls et anxieux. Mais le prix à payer est élevé, c'est la perte de soi, nous dit Fromm, page 166. Plus loin, l'auteur prend aussi l'exemple du mariage, pour illustrer la chose. Et si ce dernier peut avoir des motifs légitimes, il est parfois le résultat de notre conformisme. Et l'individu, pourtant conscient de vouloir se marier, va paniquer et ressentir une impulsion de fuite au moment. Il répondra oui tout de même. Et ainsi nous agissons souvent par devoir, et nos décisions pourraient bien souvent se réduire, aux yeux de l'auteur, à une soumission aux conventions. Fromm s'exprime alors en ces termes. En comparaison, il semblerait presque que la décision originale, entre guillemets, est un phénomène rare, dans une société où les décisions de l'individu sont supposées être la pierre angulaire de son existence. Il semble donc que si la pulsion de vie est entravée, elle se retourne en destructivité, on l'a vu. Et Fromm met en avant ce qu'on pourrait appeler un faux self aussi en psychologie. Que la perte du moi et sa substitution par un pseudo-moi laisse l'individu dans un intense état d'insécurité. Il est obsédé par le doute, puisqu'étant essentiellement le reflet des attentes qu'ont d'autres personnes de lui, il a dans une certaine mesure perdu son identité. Dans le but de dépasser la panique résultant d'une telle perte d'identité, il est obligé de se conformer, de chercher son identité dans l'approbation continuelle et la reconnaissance des autres. Bon, j'ai mis ici une rappeuse, des rappeurs. Je veux manquer de respect à personne. Le conformisme que nous voyons chez les autres, nous ne le voyons pas forcément sur nous-mêmes, et pourtant on devrait. Et il est assez probable aussi qu'on reconnaisse trop facilement le professeur de philosophie dans sa façon de s'exprimer, son rapport au langage, les valeurs moyennes qu'il adopte. Donc, nous sommes peut-être tous un peu produits en série. Et il faudrait avoir des outils pour essayer d'établir objectivement le degré d'individuation au sein d'une société, au sein des professions. Bon, j'imagine que quelque chose du genre existe. Et en revanche, la vidéo présente, là, est plus adaptée. Elle suggère l'idée qu'il n'y a qu'une seule route, c'est ça un peu le conformisme, et qu'à côté c'est le précipice, c'est dangereux. Comme les tuteurs chez Kant qui nous préviennent des dangers à sortir de la voie idéologique et existentielle tracée et encensée. Bon, il est probablement excessif de s'en plaindre, de ce manque de diversité, à une époque où, au final, même si on ressent vraiment un certain conformisme, certaines pressions idéologiques, évidemment, il y a peut-être, au fond, jamais eu autant de diversité de styles, de métiers, de façons de penser, etc. Difficile peut-être d'être objectif sur ces choses-là. Donc, à 5 titres de remarque, on peut s'interroger, car la personnalité de l'individu est une construction, et je dis ça par rapport à cette idée de l'individu, et ne doit peut-être pas, tant qu'on le pense, à l'inné. Donc il faut aller voir ensuite les études sur les jumeaux
à ce sujet que je ne connais pas, mais pour essayer de... Est-ce que Fromm a raison quand il insiste à ce point sur l'individualité? Est-ce que le moi original, hein, qui resterait le même dans tous les espaces-temps, tel un invariant imperméable à ses conditions d'existence, peut-être problématique, hein. Surtout que si la construction de la personnalité est le résultat d'identifications successives et d'une histoire, bon, le moi original, c'est peut-être plus délicat et compliqué qu'on pourrait le croire. Simple remarque, hein, pour relativiser un petit peu peut-être cette vue et peut-être s'interroger quand on nous dit qu'il faut retrouver notre enfant intérieur. Bon, c'est peut-être simplement l'idée d'assouplir un petit peu le surmoi. Nous en avons terminé avec le chapitre 5. On passe au chapitre 6, la psychologie du nazisme. Question, pourquoi donc l'aspiration à la liberté individuelle, associée à un état minimaliste, propre aux sociétés occidentales libérales, modernes, eh bien, a pu se transmuter dans les années 30 dans certains pays en fascisme avec des états totalitaires. Comment donc la liberté a-t-elle pu engendrer son exact contraire? Telle est la question. D'abord, Fromm se positionne contre l'explication du nazisme avec le tout économique et le tout psychologique. Il fait remarquer qu'il y a finalement une certaine convergence entre économie et psychologie. Car l'inflation de la monnaie joue un rôle aggravant sur la perte d'autorité ou des repères. Voilà qui est original. Mais on peut dire que finalement on le réduit à la psychologie. La volonté de grandeur du nazisme est ici perçue comme un processus aussi de compensation par rapport à des vies de fait appauvries. Il écrit par exemple, page 186-187, « Avec l'abolition des autres partis politiques, le régime nazi était l'Allemagne. S'y opposer signifiait s'opposer à l'Allemagne. Et il semble que rien ne soit plus difficile pour l'homme ordinaire que de ne pas pouvoir s'identifier à un groupe. Quelle que soit l'opposition d'un citoyen allemand au principe du nazisme, s'il doit choisir entre l'isolement ou l'appartenance à une nation allemande, il choisira la plupart du temps cette dernière. » Je crois donc bien percevoir les choses. Si c'est l'identification au groupe qui est au cœur de ces phénomènes, faut-il en conclure qu'il faille détruire ou affaiblir cette tendance spontanée? Et si oui, à quel prix? Le problème, c'est que ça serait faire du nazisme une norme, le faisant reposer sur la nature sociable de l'humanité. Hein, on relit. Hein. Rien ne soit plus difficile pour l'homme ordinaire que de ne pas pouvoir s'identifier à un groupe. Comment on peut extirper cela de la nature humaine? Et on peut reprocher et dire, peut-être c'est excessif de faire le lien, parce que ce régime nazi apparaît pas comme une norme, il apparaîtrait plutôt comme l'exception. Mais vous voyez toute la problématique. Si on identifie à... Si la cause du nazisme, c'est ce sentiment fort chez l'individu d'appartenir au groupe et ses besoins sociaux, et que c'est cela qu'il faut détruire, c'est peut-être un peu particulier comme façon de raisonner. Fromm revient plus loin sur les explications monétaires et va le lier à la psychologie. Il écrit que l'inflation, elle aussi, joue un rôle à la fois économique et psychologique. Elle a porté un coup mortel au principe de l'épargne aussi bien qu'à l'autorité de l'État. Si l'épargne de nombreuses années de privation pouvait être perdue sans qu'une faute ne soit commise, à quoi bon épargner? Si l'État pouvait revenir sur ses promesses, imprimer sur des billets de banque et sur des pièces de monnaie, en quelles promesses pouvait-on encore croire? Plus loin, il nous indique que la famille, dernier bastion de sécurité de la classe moyenne, s'est à son tour brisée. Le développement d'après-guerre en Allemagne, peut-être plus encore que dans les autres pays, avait ébranlé l'autorité du père et la moralité ancienne de la classe moyenne. Le déclin des vieux symboles sociaux de l'autorité, comme la monarchie et l'État, affectait le rôle des autorités individuelles, c'est-à-dire les parents. La nouvelle génération avait appris des parents à respecter l'autorité de l'État. Si cette autorité se montrait faible, alors les parents perdaient leur prestige social ainsi que leur propre autorité. L'inflation a joué un rôle aggravant dans cette perte d'autorité. La nouvelle génération s'est donc sentie supérieure à ses aînés et ne pouvait plus les prendre au sérieux, ni suivre leurs enseignements. Plus encore, le déclin économique de la classe moyenne a privé les parents de leur rôle économique en tant qu'arrière-garde du futur économique de leur enfant. Sous-entendu, magistrale perte d'autorité et recherche désespérée d'une nouvelle et dangereuse autorité. Ainsi, Fromm, on le voit, lie les conditions matérielles d'existence et la nouvelle psychologie sécrétée par ces mêmes conditions. Ce qui donne ici une perte d'autorité et de repères, et par voie de conséquence, on vient de le dire, on s'en doute, la recherche frénétique de nouveaux repères et de
compensation. On donna à d'autres, qui n'appartenaient pas à la machine nazie, les emplois volés aux juifs et aux ennemis politiques. Ils n'avaient pas plus de pain, mais au moins avaient-ils les jeux du cirque. La satisfaction émotionnelle que procuraient ces spectacles sadiques et une idéologie qui leur conférait un sentiment de supériorité sur le reste de l'humanité, compensait, tout au moins pour un certain temps, le fait que leur vie s'était culturellement et économiquement appauvrie. En ce lieu, l'auteur revient sur sa thèse psychologique, qu'il estime pertinente explicativement, par rapport à cet évangélisme de l'auto-annihilation, il dit ça, cette belle expression, page 208, évangélisme de l'auto-annihilation qui est pour lui le nazisme. Nous avons décrit l'essence du caractère autoritaire comme étant la présence simultanée de pulsions sadiques et masochistes. Nous avons défini le sadisme comme la recherche plus ou moins teintée de destructivité, du pouvoir illimité sur une autre personne, et le masochisme comme le désir de se dissoudre dans un pouvoir démesurément puissant et de participer ainsi à sa force et à sa gloire. Ces deux tendances, sadiques et masochistes, sont dues à l'incapacité de l'individu isolé d'être autonome et à son besoin de vaincre la solitude grâce à une relation symbiotique ou fusionnelle. Enfin, une dernière citation pour conclure ce chapitre. Pour Fromm, l'idéologie nazie d'Hitler résulte de sa personnalité qui, avec son sentiment d'infériorité, sa haine de la vie, son ascétisme et sa jalousie de ceux qui aiment la vie, est le terreau des aspirations sadomasochistes. Elle s'adressait à ceux qui, du fait d'une structure de caractère similaire, se sentaient attirés et séduits par ses enseignements, devenant d'ardents partisans de l'homme qui exprimait ce qu'il ressentait. Une hiérarchie fut créée, dans laquelle chacun avait quelqu'un au-dessus de lui à qui se soumettre, et quelqu'un d'autre en dessous sur qui exercer son pouvoir. L'homme au sommet de la pyramide, le chef, a le destin, l'histoire ou la nature au-dessus de lui comme pouvoir dans lequel se submerger. Ainsi, l'idéologie et la pratique nazie satisfaisaient le désir qui découle de la structure de caractère d'une partie de la population, dit-il, page 210. Nous passons à présent au 7e chapitre, la liberté et la démocratie, que nous allons traiter plutôt dans une prochaine vidéo, avec des remarques cette fois-ci plus générales, avec des auteurs plus contemporains. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Philosophie.